On va s'intéresser maintenant à l'absorption optique, c'est-à-dire l'absorption d'un photon par un semi-conducteur. Ensuite, on traitera donc des propriétés électriques des semi-conducteurs intrinsèques, c'est-à-dire des semi-conducteurs totalement purs qui n'ont donc aucune impureté. L'absorption optique peut se traiter de manière très simple. Si on désigne par DI l'absorption optique dans une tranche dx, DI est bien sûr proportionnel à dx, donc l'intensité décroît, donc il y a un signe moins. Cette décroissance d'intensité est donc proportionnelle à l'intensité incidente et multipliée par un coefficient que l'on appelle coefficient d'absorption. D'où on obtient donc la relation I égale I0 exponentielle moins alpha x, où alpha est le coefficient d'absorption du semi-conducteur. Il va dépendre de la nature du semi-conducteur. Alors, une partie, bien sûr, de l'énergie lumineuse incidente peut être réfléchie. Là, je n'ai traité que la partie absorbée dans le semi-conducteur. Alors, cette absorption optique peut être décrite de la façon suivante. Donc, on voit sur la courbe de gauche la bande de valence et la bande de conduction, la bande de valence en vert, la bande de conduction en rouge. Donc l'absorption peut se faire soit à la même valeur du vecteur k, c'est ce qu'on appelle donc une transition directe, ce qu'on voit en petit a par exemple, et puis petit c correspond à une transition indirecte, c'est le cas du silicium, c'est-à-dire que le minimum de la bande de conduction et le maximum de la bande de valence ne correspondent pas aux mêmes valeurs de k. Voilà. Et donc, sur la partie droite, je donne la courbe d'absorption en fonction de l'énergie pour, disons, trois semi-conducteurs cristallins les plus importants, le silicium, l'arsénure de gallium et le germanium. En rouge, sa température ambiante, en bleu, c'est à basse température, donc la bande interdite est affectée par la température, ça c'est lié aux dilatations thermiques comme on l'a vu, mais c'est un effet du second ordre. En revanche, ce que l'on voit, c'est que par exemple l'arsénure de gallium, donc qui est gap direct, au-dessus du gap, alors en dessous du gap, le matériau est transparent, donc l'absorption est nulle, ce que l'on voit. On voit donc la montée de l'absorption au niveau du gap, et on voit que juste pour les énergies supérieures à la bande interdite du GAS est légèrement supérieure à celle du silicium. On voit donc qu'au-dessus de la bande interdite, l'absorption dans l'arsénure de gallium est beaucoup plus élevée que celle du silicium, puisque c'est une échelle logarithmique, donc plus élevée d'au moins un ordre de grandeur. Et ça, c'est dû au fait que l'arsénure de gallium est à gap direct. Donc le minimum de la bande de conduction correspond à la même valeur de K que le maximum de la bande de valence, donc l'absorption est plus grande que dans le cas du silicium, gap indirect. En revanche, on voit qu'à plus haute énergie, disons vers 4 ou 5 eV, ce qui correspond donc à l'ultraviolet, voire au bleu, 3 eV, l'absorption est très élevée, et ça dans tous les semi-conducteurs, germanium, silicium, GAS, c'est une propriété générale. On voit donc que dans l'ultraviolet, ou disons pour les photons de haute énergie, l'absorption est très élevée, ce que typiquement le coefficient d'absorption est de l'ordre de 10-5 ou 10-6 cm-1, cela signifie que la lumière décroît de 1 sur E, un tiers si vous voulez, sur 10 ou 100 nanomètres. Ce qui signifie que dans les semi-conducteurs, quels qu'ils soient, les photons ultraviolets ou bleus sont toujours absorbés près de la surface, toujours. Bien, nous allons voir maintenant les propriétés électriques des semi-conducteurs et la notion de trou. Donc on va s'intéresser à ce qui se passe quand un photon est absorbé par un semi-conducteur. Donc l'absorption d'un photon par un semi-conducteur, c'est donc le mécanisme, c'est la transition entre la bande de valence qui est pleine et la bande de conduction qui est vide ou quasi vide. C'est le mécanisme d'absorption de la lumière. Ce qui est présenté sur cette diapositive. Donc, si un photon incident a une énergie plus grande que la bande interdite, il peut donc induire une transition entre la bande de valence qui est pleine, en vert, et donc bande de conduction en rouge. La bande de conduction étant quasi vide, l'électron dans la bande de conduction pourra changer d'état, d'où donc il pourra être quasi libre, puisqu'il y a des états d'énergie libres à proximité de l'état rempli. Donc ça c'est le mécanisme d'absorption, c'est donc la transition bande de valence pleine, bande de conduction vide ou quasi vide.
Donc, à l'endroit où une liaison a perdu un électron, il y a l'équivalent d'un ion positif, puisqu'il y a un manque d'électrons. L'électron ayant été arraché de la bande de valence, il devient libre. Donc, sur l'atome sur lequel il était, il y a donc une charge positive, puisque l'électron libre a quitté l'atome. Donc, c'est ce qu'on appelle un trou, en présence maintenant d'un champ électrique. L'électron donc va être entraîné par le champ électrique, comme une charge négative, il est entraîné en sens inverse du champ électrique. En revanche, la lacune qu'il a laissée, ce que l'on a appelé trou, peut être maintenant remplie par un électron voisin, et ainsi de suite. Ce qui fait que cette lacune, en fait, est équivalent à une charge positive qui se déplacerait. Il faut bien comprendre que c'est la lacune qui se déplace. Les ions silicium restent fixes. Mais c'est la lacune, l'absence d'électrons, le trou, qui donc se déplace en présence d'un champ électrique. Donc en présence d'un champ électrique, l'électron et le trou vont être entraînés en sens opposé. Donc on dit que le photon qui a été absorbé a créé une paire électron-trou. Le trou étant donc une vacance d'électrons en fait. On passe maintenant à la notion de masse effective. Alors les notions de masse effective sont traitées en détail dans l'annexe 2 de ce chapitre. Donc pour voir très simplement d'où vient la notion de masse effective, on peut faire donc un développement de l'énergie E de K, loi de dispersion, la dépendance de E en fonction de vecteur K. On peut donc le développer au voisinage d'un extrémum, disons par exemple le minimum de la bande de conduction, par exemple, et donc on fait un développement limité donc du deuxième ordre. En général, les cristaux sont cubiques, donc il y a donc symétrie. La masse effective donc, est positive et isotrope à la proximité du minimum de la bande de valence, et donc on obtient la relation EK égale EC, qui est donc le minimum de la bande de conduction, l'énergie du minimum de la bande de conduction, plus H par 2 K2 sur 2mV. Et 2mc et mc, c'est ce qu'on appelle la masse effective. Donc l'électron proche du minimum de la bande de conduction se comporte comme une particule libre, mais qu'une masse, non pas sa masse gravitationnelle, mais la masse effective. Et dans les semi-conducteurs, mc, qui est la masse effective divisée par m, masse gravitationnelle, est différente de 1. Effectivement, on peut comprendre ce phénomène physiquement de manière très simple, de même que la masse gravitationnelle, en fait, est liée à l'interaction gravitationnelle que subit toute particule. L'électron dans le solide subit non seulement l'interaction gravitationnelle, mais le potentiel du solide, le potentiel périodique, et donc cette masse effective est liée au potentiel périodique que subit l'électron dans le solide. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'électron à proximité, qui a une énergie proche du minimum de la bande de conduction, se comporte comme une particule libre, mais avec une masse effective. Alors on peut faire exactement un raisonnement équivalent à proximité du maximum de la bande de valence, et également le trou donc se comporte comme une particule qui a une masse effective mv. Et en fait, dans les semi-conducteurs comme le silicium, mv et mc ne sont pas égaux. Il n'y a en fait aucune raison que la courbure de la structure de bande à proximité des extrémas soit la même dans la bande de valence et dans la bande de conduction. Voilà donc ce qui est la notion de masse effective. Alors, la notion de masse effective en fait, s'applique qu'à proximité des maxima. Mais à proximité des maxima, cela correspond aux transitions donc, qui sont les plus économes en énergie. Donc ce sont les transitions les plus probables en fait. Merci.